Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de cette semaine, ce lundi. Et parlons des étudiants qui aujourd'hui osent utiliser la technologie de l'intelligence artificielle dans leurs études. Et ils témoignent que cela leur a aidé à améliorer la qualité de leurs études et à créer des innovations qui apportent des solutions. Cécile Moussabier-Maria, doctorante en technologie de l'information, a affirmé que cette technologie a avancé basée sur la capacité de traiter de grandes quantités de données, l'a aidé à collecter et à traiter des données liées à la recherche sur le problème de la congestion du trafic sur les routes. Elle affirme également qu'il est nécessaire de former les établissements d'enseignement supérieur et les universités sur l'utilisation efficace de l'intelligence artificielle et que les dirigeants des établissements doivent contribuer justement à promouvoir. Ils doivent contribuer à promouvoir son utilisation au profit de l'éducation et du développement national. Le recteur de l'Université du Rwanda, le professeur Kayihura Muganga Didas, a affirmé que les technologies avancées d'intelligence artificielle sont essentielles à l'apprentissage et à la recherche, mais qu'elles nécessitent une utilisation appropriée. Il a également ajouté que l'Université du Rwanda étudie un moyen de suivre la participation des étudiants à la recherche grâce à cette technologie. À l'heure où le monde s'oriente vers l'utilisation de la technologie dans tous les secteurs, les professionnels de l'éducation doivent également sortir des sentiers battus et s'efforcer d'enseigner avec l'utilisation de l'intelligence artificielle dès l'école primaire afin qu'elle puisse être utilisée de manière à contribuer au développement des connaissances et au développement du pays. Les voyageurs à Kigali, qu'ils soient rwandais ou étrangers, trouvent que la propreté et la sécurité de la ville de Kigali témoignent des progrès impressionnants réalisés par le Rwanda au cours des 31 dernières années. Les bâtiments impressionnants tels que le Palais des Congrès, le Stade Amahoro rénové, les autres aménagements qui se construisent chaque jour à Kigali témoignent des progrès réalisés par le pays. Les Rwandais ne sont pas les seuls à en être témoins. La propreté dans la ville de Kigali est en grande partie la responsabilité de ceux qui sont chargés de l'entretenir, que l'on trouve souvent dans les rues, tendant la pelouse, ramassant les déchets, etc. Mais ceux qui voyagent et travaillent dans cette ville considèrent également sa propreté comme leur responsabilité. Les infrastructures de la ville de Kigali témoignent également des progrès du pays. Kigali compte aujourd'hui de nombreux bâtiments magnifiques, notamment des immeubles commerciaux, des immeubles résidentiels, des hôtels, des quartiers modèles, des parkings, des ponts, etc. La ville de Kigali compte désormais 700 km de routes goudronnées et ce projet est en cours selon Emma Claudine Nilenganya, porte-parole de la ville de Kigali. En 2022, la ville de Kigali comptait plus de 2 millions de personnes vivant et travaillant. Pour que la croissance de cette ville puisse suivre le rythme des infrastructures existantes et du plan directeur, les habitants de Kigali doivent adopter un mode de vie moderne et respectueux de l'environnement. Les analystes économiques affirment que le nouvel aéroport de Kigali en cours de construction dans le district de Bugesera, c'est dans la province de l'Est, est attendu comme une meilleure opportunité et facilite d'échanges entre l'Afrique et les autres continents. Les détails avec Amandine Dikomasabo. La construction du nouvel aéroport international de Kigali est l'un des grands projets prioritaires de l'exercice 2025-2026 du budget national. Plus de 800 milliards de francs rwandais y seront consacrés. À ce jour, les travaux de construction sont réalisés à hauteur de 25 à 30%. Les pistes d'atterrissage, les routes et les canalisations d'eau sont déjà aménagées. Actuellement, le chantier est à l'étape de construction de différents bâtiments. Ce projet a déjà permis de créer plus de 6 000 emplois, dont la majorité occupée par les Rwandais. La construction de ce nouvel aéroport situé dans le district de Bugesera s'accompagnera également de l'expansion des activités de Rwandair afin de consolider le positionnement du Rwanda comme un hub du commerce et du transport aérien sur le continent africain. Les analystes économiques estiment que cet aéroport jouera un rôle déterminant dans le développement des échanges commerciaux entre le Rwanda et le reste du monde.
Il existe de grandes opportunités de création d'emplois grâce à ces projets dont bénéficient de nombreuses personnes impliquées. Plus important encore, une fois que des projets majeurs comme le nouvel aéroport international de Kigali seront achevés, ils positionneront le Rwanda comme un centre touristique. Je crois que cet aéroport ne servira pas seulement le Rwanda, mais également toute la région et même le continent africain. Lorsqu'un pays facilite les déplacements, c'est un grand avantage. Dans certains endroits, il peut être compliqué d'obtenir un visa, un passeport ou même de réserver des vols. Mais quand un pays est ouvert, cela encourage les investissements étrangers, crée des emplois et augmente les revenus de l'État grâce à une collecte fiscale plus importante. Divers rapports montrent que le Rwanda s'est déjà affirmé comme un hub du tourisme, y compris dans l'accueil de conférences internationales, de l'investissement et de la technologie. Cela est confirmé par les statistiques de l'Office rwandais de développement qui indique qu'en 2024, le pays a attiré des investissements pour 612 projets d'une valeur totale de 3,2 milliards de dollars américains. En mai de cette année, le ministre des Finances et de la Planification économique, honorable Youssouf Murangwa, a annoncé que certaines infrastructures connexes avaient déjà été construites en lien avec le nouvel aéroport de Kigali. Il est prévu que la première phase de ce nouvel aéroport international de Kigali soit achevée en 2027 avec une capacité d'accueil de plus de 8 millions de passagers par an. Plus de 3000 participants à la conférence internationale de 5 jours sur le sida ont convenu que la société civile et les gouvernements devraient se concentrer sur la mobilisation de leurs capacités nationales pour renforcer les systèmes de santé plutôt que d'attendre qu'il leur soit confié. Les détails avec Patrick Nilidadi. La mobilisation des ressources nationales, notamment celle de la société civile, des ONG et des secteurs privés, est cruciale dans un contexte d'une réduction drastique de l'aide internationale. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose a lancé une campagne de 18 milliards de dollars américains pour soutenir le programme de lutte contre ces maladies entre 2027 et 2029. Son objectif est de sauver 23 millions de vies et de prévenir 400 millions de nouvelles infections. Le Rwanda est un des pays du monde ayant contribué au Fonds mondial et cette conférence internationale sur le sida mobilise également des organisations de la société civile pour qu'elles agissent afin que les fonds puissent atteindre son objectif, obtenir cette capacité financière afin de sauver la vie de nombreuses personnes infectées par la pandémie du sida. Le Rwanda est présenté comme un pays qui a déployé des efforts pour lutter contre la propagation du sida grâce aux nombreux programmes mis en place et la réduction des infections se reflète dans les statistiques. Le taux d'infection au VIH au Rwanda atteint 2,7% chez les 15-49 ans et 0,5% chez les enfants de 0 à 14 ans. On estime que le Rwanda compte 230 000 personnes vivant avec le VIH, 3 200 nouvelles infections par an, dont 2 600 avec décès. La manière dont le gouvernement investit dans le secteur de la santé, notamment dans la mutuelle de la santé, qui couvre les frais médicaux des personnes infectées, est l'un des points que beaucoup saluent lors de cette conférence. Le Rwanda est donc présenté comme un pays ayant fait des progrès dans la lutte contre l'épidémie du sida grâce aux nombreux programmes mis en place et la baisse des infections se reflète à travers le pays. La mobilisation des ressources nationales, notamment de la société civile, des organisations non gouvernementales et du secteur privé, est essentielle à cette période de réduction des financements mondiaux. Cette conférence internationale sur le sida mobilise les organisations de la société civile pour qu'elles agissent afin que ces fonds puissent atteindre son objectif, obtenir cette capacité financière afin de sauver la vie de nombreuses personnes qui meurent de l'épidémie du sida. La conférence qui a débuté lundi durera 5 jours et réunira plus de 3000 personnes, dont des chercheurs, des personnes vivant avec le VIH, des différents pays du monde.
Les parents, les enfants issus de familles défavorisées estiment que sans le système d'éducation universelle, l'apprentissage n'aurait pas été facile pour eux. Il s'agit d'une avancée majeure dans l'éducation rwandaise au cours des 31 années écoulées depuis la libération. Les détails toujours avec Patrick Nilidandi. Au Rwanda, l'éducation a longtemps été utilisée comme une arme pour exclure et inhiber une partie de la population rwandaise en raison de son appartenance ethnique et de sa région. Les statistiques du ministère de l'Unité rwandaise et de l'engagement civique montrent qu'entre 1990 et 1981, les Tutsis inscrits dans les secondaires ne représentaient à un moment donné que 8 à 9% de l'ensemble des Rwandais scolarisés. Le nombre d'élèves censés fréquenter les écoles secondaires de 7 anciennes préfectures du Rwanda était censé être égal à celui de 4 autres préfectures, Gisenyi, Ruhengeri, Byumba et Kigali. Dr Alphonse Sebaganwa, expert en éducation, affirme que cette mesure visait à les en empêcher et à les priver de leurs droits fondamentaux. Ariko bigira n'ingaruka ku gihugu kuko niba igice cy'abanyarwanda uko baba bangana kose. Cela a eu des conséquences car si une partie de la population, quel que soit son nombre, est empêchée d'étudier, cela a des conséquences au niveau national sur le développement du pays. Il y a des conséquences sur la personne, sur sa famille et sur l'ensemble du pays. Ce système a été supprimé après la libération du pays. Aujourd'hui, partout dans le pays, des écoles sont proches de la population, facilitant ainsi la scolarisation des enfants. Dans toutes les écoles d'éducation de base, des repas sont servis aux élèves du 9e au 12e année. Les enseignants estiment que cela a permis aux enfants de mieux étudier. Le programme est apprécié par les parents qui confirment que tous leurs enfants ont étudié dans ce programme et ont gagné leur vie après avoir bien réussi, mais ont grandi dans des familles défavorisées. J'ai 5 enfants. L'aîné est prêt à recevoir une bourse. Le second est à l'internat. Il est même en 5e secondaire. Le troisième a aussi des bons résultats scolaires. Il est 5e. Le 4e est en 4e année. Je ne paye rien vu ma condition sociale. Et je remercie l'État rwandais. Au cours de l'année scolaire 2022-2023, le taux d'abandon scolaire était de 4,8% contre 5,1% en 2017-2018, tandis que le taux d'absentéisme scolaire était de 6,3% contre 5% au cours de la même période. En 2023-2024, un enseignant pouvait enseigner en moyenne 56 élèves, tandis qu'un enseignant qualifié comptait 32 élèves, contre 42 en 2017. Parmi les districts ayant le taux d'abandon scolaire le plus élevé figurent Ngororero avec 9%, Gasabo avec 7,9%, Ngoma avec 5,8% et Huye avec 5,7%. Le Premier ministre rwandais, Dr Edouard Ngirente, a déclaré que des efforts avaient été déployés pour construire des salles de classe et augmenter le nombre d'enseignants dans les écoles d'enseignement fondamental pour tous. Nous poursuivons avec le programme de construction des salles de classe. Le premier résultat de cette politique, c'est que la distance parcourue par les élèves pour chercher une école a été considérablement réduite. Cela a encouragé les enfants à aller à l'école en grand nombre. Et les enseignants sont aussi motivés par leur travail. Cela a favorisé la qualité de l'éducation. En 2024, le nombre d'élèves dans les écoles primaires dépassait 2,8 millions contre plus de 2,5 millions en 2017. Ceci est dû à une augmentation de 73% du nombre d'écoles primaires au cours de la même période. Le gouvernement a augmenté le nombre de salles de classe dans les écoles secondaires, passant de 49 561 en 2024 contre 31 927 en 2017.
Cela équivaut à une augmentation de 35,5%, réduisant le nombre d'élèves par classe de 80 en 2017 à 57 en 2024. L'objectif du pays étant de réduire le nombre d'élèves par classe à 45. Le Rwanda s'apprête à bénéficier d'un nouveau mécanisme financier qui collaborera avec les institutions de microfinance afin de réduire les taux d'intérêt sur les prêts accordés à ses clients dans tout le pays. Le fonds devait être opérationnel au début de l'année prochaine. Les précisions avec Patrick Militad. Les travaux préparatoires à la création du nouveau fonds de liquidité pour la microfinance sont presque terminés selon Jackson Kwikiriza, membre de l'équipe de pilotage supervisant le processus et directeur exécutif de l'association des institutions de microfinance au Rwanda. Nous prévoyons de créer ces fonds d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Nous travaillons avec plusieurs autres partenaires comme la Banque centrale, le ministère des Finances et autres. Nous travaillons donc ensemble sur ce projet et sur son évolution. Le fonds devrait continuer à réduire le taux d'intérêt élevé de près, une préoccupation persistante soulevée par les défenseurs de droits des consommateurs au Rwanda. Ndizeye Damien, directeur exécutif d'ADECOR, l'Association nationale des protections des consommateurs, a récemment abordé cette question lors d'une séance au Sénat du Rwanda. Pourquoi les institutions des microfinances appliquent-elles des taux d'intérêt plus élevés que la plupart des banques? Nous avons constaté que cela représente un défi, en particulier pour les personnes à faible revenu qui ont besoin de prêts pour leur développement personnel. La question des taux d'intérêt élevés en microfinance est abordée de manière collaborative par des multiples acteurs, comme l'explique Clarisse Mushimirwa, responsable de la supervision de microfinance à la Banque nationale du Rwanda. En ce qui concerne les efforts déployés pour fusionner différentes coopératives d'épargne et de crédit entre elles, plus ces fusions sont efficaces, plus le taux d'intérêt baisse. C'est particulièrement évident pour les coopératives qui ont fusionné, les taux d'intérêt sont plus bas. Au Rwanda, les institutions de microfinance continuent de se développer et proposent des services, notamment des petits prêts pour aider les particuliers à lancer et à développer des projets générateurs de revenus. Pour améliorer encore la prestation des services, les pays mettent en œuvre un programme d'intégration numérique des coopératives d'épargne et de crédit sectorielles au niveau des districts. L'objectif final est de les unifier au sein d'une seule banque nationale, la banque coopérative. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.